Bonjour à tous et merci pour votre connexion à ce quatrième webinaire organisé par le pôle élevage Ardennes. Voilà, aujourd'hui, durant cette petite heure, nous allons parler des OAD, outils d'aide à la décision. On les sait importants dans le choix des agriculteurs pour la réussite technique et technico-économique de leur élevage, mais ils ont aussi une importance dans l'optimisation des pratiques d'élevage, une optimisation indispensable pour améliorer son impact environnemental. Je laisse la parole aux intervenants, Noémie Ritz et Guy Fourier d'Ardennes Conseil Élevage. Bien, bonjour à tous. Lors de cette présentation, nous serons deux intervenants, moi-même et mon collègue Guy Fourier. Je me présente, je suis Noémie Ritz, technicienne bovin-lait à Ardennes Conseil Élevage. Je suis également référente outils numériques et nouvelles technologies sur tout le département. Nous allons vous présenter aujourd'hui comment les outils d'aide à la décision peuvent intervenir dans la démarche de réduction de gaz à démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans vos élevages. Tout d'abord, les OAD, ce sont des outils qui ont été développés en élevage pour améliorer le suivi des animaux, dans l'objectif d'atteindre des performances techniques, zootechniques, environnementales, mais également économiques. Et donc, nous avons fait le choix aujourd'hui de s'appuyer sur trois outils différents, donc à savoir le monitoring en élevage, les résultats du contrôle laitier et la valorisation des données issues des robots de traite grâce au logiciel Valrob. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le monitoring et comment l'utiliser en élevage? Donc le monitoring, c'est un outil de surveillance qui se développe depuis les années 2000 pour améliorer la gestion des élevages. Donc une des cibles les plus visées par cet outil concerne la détection automatisée des chaleurs en réponse à l'agrandissement des troupeaux et au défaut d'expression des chaleurs des animaux. Donc on retrouve aujourd'hui une offre de plus en plus diversifiée de ces outils pour répondre aux besoins des éleveurs. Et donc au sein d'Ardennes Conseil Élevage, nous avons fait le choix de distribuer les solutions de monitoring Medria, qui est pour nous un service complet et adapté aux besoins de nos éleveurs. Donc le monitoring Medria, c'est un service qui est assez simple. Donc il s'agit d'un capteur qui est placé autour du cou de l'animal, qui enregistre l'activité toutes les 5 minutes. Ces mesures sont ensuite transmises à une base connectée qui collecte les données, puis les retransmet à des serveurs où les données sont traitées par des algorithmes. Ces données sont ensuite retranscrites sous forme de graphique sur le tableau de bord de l'éleveur, sur lequel il peut également consulter les différents indicateurs. Donc, il s'agit d'un service complet, puisque un seul capteur donne accès à 4 services. Donc, pourquoi 4 services? Donc, dans la majorité des cas, un éleveur il s'équipe pour améliorer ses résultats de reproduction, donc pour le système de détection des chaleurs. Or, les causes d'infertilité en élevage peuvent être multiples. Donc, elles sont liées dans 55% des cas à l'alimentation du troupeau, dans 30% des cas à la conduite du troupeau et dans 15% des cas à l'aspect sanitaire de l'élevage. Donc, Medria a stratégiquement développé 4 services. Un service associé à la détection des chaleurs, un au vélage, un à la santé du troupeau et un pour la nutrition. On retrouve donc les services HeatLive pour la détection des chaleurs, le service FeedLive pour les indicateurs d'ingestion et de rumination, le service TimeLive qui donne des indicateurs sur le comportement et le bien-être des animaux. Ensuite, le service VelLive qui est disponible depuis novembre 2019, qui est un indicateur de vélage au collier. Et le service Velphone qui, lui, se dissocie du capteur, puisqu'il s'agit d'un thermomètre vaginal capable de prédire à 48 heures le vélage
et donc de détecter les vélages lors de l'expulsion du thermomètre. Donc maintenant que nous avons vu le principe de fonctionnement du monitoring Medria, nous allons voir comment il peut contribuer à l'amélioration de vos résultats environnementaux. Donc en élevage laitier, le méthane, qui est majoritairement issu de la rumination des animaux, contribue à hauteur de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Raccourcir les périodes improductives des animaux représente donc un premier levier pour réduire les émissions de ces gaz à effet de serre. Et donc, comment le monitoring intervient-il? Donc, le monitoring intervient dans la maîtrise de la reproduction du troupeau grâce à son système de détection des chaleurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui va permettre à l'éleveur de pouvoir surveiller ses animaux même en dehors du bâtiment. Et donc, en équipant ses génisses, ça va lui permettre de ne plus louper les premières chaleurs et donc de réduire l'âge au premier vélage. À savoir que le fait de passer de 30 à 24 mois d'âge au vélage offre une diminution de 7% de la production de méthane liée à la rumination des animaux. Et donc, pour les vaches laitières, ça va nous permettre de réduire l'intervalle vélage-vélage et donc d'augmenter la productivité par vache. Donc, si on prend le schéma idéal, ce serait l'apparition d'une première chaleur qu'on définira de référence 3 semaines après vélage, suivie d'une chaleur cyclée optimale 3 semaines après, propice à l'insémination, avec une insémination au bon moment grâce au système d'alerte SMS. Et donc, on obtient notre IVV maîtrisé. On a également des alertes lors d'avortements éventuels, ce qui nous permet de diminuer la présence d'animaux non gestants et donc improductifs. Et donc, on a également une détection des troubles de la reproduction, ce qui va permettre à l'éleveur d'intervenir plus rapidement sur des animaux à problème. Et donc, réduire le nombre d'animaux improductifs permet par ailleurs de réduire les émissions liées au rejet azoté et à la consommation en intrants. Ensuite, optimiser la productivité et notamment les performances laitières apparaît comme un second levier parce qu'elle va nous permettre de diluer les émissions de méthane. Donc ici, le monitoring intervient avec les alertes vélage, ce qui va nous permettre de réduire la mortalité et donc d'augmenter la productivité et d'augmenter également les quantités de carbone exportées. Ensuite, le suivi des indicateurs d'ingestion pour chaque vache permet d'acquiescer d'une bonne reprise d'ingestion après vélage pour un pic de production de lait optimisé. Donc, on sait également que c'est lors des premières semaines de lactation que la vache est plus exposée au risque de problèmes métaboliques. Donc, il est important de surveiller cette reprise d'ingestion après vélage. Donc, on peut voir à l'écran les courbes d'alimentation d'une vache avec la courbe jaune qui représente le temps d'ingestion en minutes sur 24 heures et la courbe verte qui représente le temps de rumination en minutes sur 24 heures également. Et donc, les courbes plus foncées représentent la moyenne sur 7 jours et les courbes plus claires, la moyenne sur 24 heures. Donc ici, on peut voir que la vache a vélé le 10 août à 1h21 du matin avec le petit pictogramme de la vache et son veau. On observe également une diminution de l'ingestion lors du vélage qui reprend 7 jours après. Et donc, ce qui permet d'avoir des courbes plus stables et parallèles. Et donc, la vache peut reprendre son activité, notamment de reproduction. Ensuite, optimiser le confort est un critère à ne surtout pas négliger en élevage. Et j'insiste sur le fait que le logement et la conduite d'élevage jouent un rôle plus important que l'alimentation sur les performances et la santé de l'animal. C'est donc pour cela que Medria a mis au point des indicateurs sur le temps couché, puisque c'est un critère fondamental pour améliorer la production laitière.
On sait que lorsqu'une vache est couchée, sa circulation sanguine est augmentée de 30%, ce qui favorise la production de lait. Et donc, si on regarde l'emploi du temps idéal d'une vache, donc, qui se base sur un cycle de base d'environ 2 heures, avec 30 minutes d'ingestion, 3 minutes d'abreuvement et 1h30 de repos, dont 1 heure passée à ruminer. On a donc un temps de repos qui est favorable à l'efficacité digestive et à la productivité. Le monitoring permet également à l'éleveur d'appréhender l'état sanitaire du troupeau grâce au système d'alerte défaut de confort qui vont permettre d'intervenir plus rapidement sur des problèmes de boiterie, par exemple. On a également des alertes chute d'ingestion et de rumination, ce qui nous permet d'anticiper les signes cliniques de problèmes de santé et donc de réduire le recours aux antibiotiques ou aux produits vétérinaires en général. Enfin, optimiser l'alimentation des animaux constitue un enjeu majeur pour l'atteinte de performances environnementales, zootechniques et économiques, puisque les émissions des animaux, essentiellement méthane et protoxyde d'azote, sont directement conditionnées par la nature de l'alimentation du troupeau. Et donc, le système de monitoring permet la gestion de l'alimentation. Grâce au monitoring, on peut voir l'accessibilité et la disponibilité de la ration à l'auge sur toute la journée, mais également la nuit, ce qui va nous permettre d'optimiser la dynamique d'ingestion et améliorer l'efficacité digestive, et donc d'augmenter la production de lait par vache. Donc, sur le graphique qui est présent à l'écran, qui est un petit peu réduit, mais on peut voir l'emploi du temps d'un troupeau de vaches laitières sur 24 heures. Et donc, ce qui est essentiel, c'est que les temps d'ingestion sont représentés en jaune. Et donc là, on voit que lorsqu'il n'y a plus de période jaune, c'est la nuit. Et donc, il y a un manque de disponibilité du fourrage la nuit. Ce manque est comblé par un pic d'ingestion à la distribution du matin. Donc, il faudrait avoir plus de disponibilité du fourrage la nuit pour améliorer l'efficacité digestive et donc optimiser la dynamique d'ingestion. De plus, on a des indicateurs d'ingestion et de rumination qui sont calculés pour chaque groupe d'animaux. Donc, les vaches laitières, les vaches taries, les génisses, les primipares, tout ce que vous souhaitez monitorer, ce qui va nous permettre de maîtriser le niveau d'ingestion de chaque catégorie d'animaux, de vérifier l'homogénéité de la ration et de surveiller l'impact d'une modification de la ration, notamment lors d'un changement de silo, par exemple, toujours dans l'objectif d'améliorer l'efficacité alimentaire. Et donc, d'autres outils complémentaires au monitoring permettent également de témoigner de l'efficacité alimentaire du troupeau. Et donc, je laisse la parole à mon collègue Guy qui va vous présenter ces outils et leurs intérêts. Bonjour, donc Guy Fourier, donc technicien Ardennes conseiller élevage, en charge de suivi conseil auprès des éleveurs, plus un accompagnement des éleveurs équipés de robots de traite avec ma collègue Cécile Viau et l'accompagnement des éleveurs en grand troupeau. Voilà. Donc dans les différents éléments que je vais vous parler, là, en premier lieu, c'est la valorisation des résultats de contrôle laitier, hein, qui peut être un outil complémentaire d'aide à la décision. Donc, dans les premiers résultats que l'éleveur reçoit suite à son contrôle, hein, il y a deux indicateurs qui sont le rapport TB sur TP. Donc, si le rapport TB sur TP est supérieur à 1,5, on a un troupeau en risque d'acétonémie, la vache est en risque d'acétonémie. Et si le rapport est inférieur à 1, on est en risque d'acidose. Donc, dans les deux cas, ça sera une moins bonne valorisation de la ration avec des troubles de la reproduction. Donc un troupeau moins efficace et qui va engendrer plus de gaz à effet de serre par rapport au volume d'ingestion.
L'optimum moyen du troupeau, c'est d'être autour de 1,3. Et nous avons les anciens chiffres qui nous disent, mais on regarde ces rapports de taux au tank, hein, entre TB et TP, il faut être entre 8 et 12 points d'écart. Sur les résultats contrôle laitier, depuis quelques années, 5 ou 6 ans maintenant, on a développé aussi Cetodetect. Cetodetect, donc c'est une lecture infrarouge des corps cétoniques dans le lait. On le fait uniquement pour les vaches à moins de 100 jours de lactation. Chaque vache a une note attribuée entre 0 et 5 points. Un point est lié au fait si le rapport TB sur TP est supérieur à 1,5. Les 4 autres points, c'est lié à la présence des corps cétoniques dans le lait. Sachant que la vache peut produire 3 corps cétoniques, hein, l'acétone, l'acétate et le BHB. BHB veut dire bêta-hydroxybutyrate. Donc, si on a la présence de ces corps cétoniques-là, on va donner une note positive. Donc, on va tendre vers les 3 à 5 points. Dans le tableau de droite, donc c'est la représentation du troupeau. Dans l'exemple 6 juin, là, donc des vaches en risque d'acétonémie, on en a plus de 25%. Par contre, des vaches en risque d'acétonémie sévère, on en a moins de 5%. Donc, c'est un troupeau à petit risque, je dirais. Donc, à chaque fois, cet indicateur Cetodetect plus indicateur rapport TB sur TP, hein, c'est pour bien vérifier l'efficacité alimentaire du troupeau et comment que les vaches réagissent à la ration. Et suite à ça, pouvoir se permettre de recorriger la ration. Donc, soit un apport d'énergie supplémentaire, soit un apport de cellulose supplémentaire en cas de risque d'acidose. Maintenant, depuis quelques années, donc, on développe aussi le logiciel Valrobe. C'est un accompagnement, un outil pour accompagner les éleveurs équipés de robots de traite. Donc, actuellement, on ne peut le faire que sur les éleveurs équipés de robots Lely ou de Laval. On installe des rapports dans leur logiciel et on arrive à extraire des données du robot. Donc, on va en faire un valorisé troupeau, un valorisé vache et un valorisé économique. Tout ça avec les chiffres du robot. Dans un premier temps, on va enregistrer la ration distribuée à l'auge. Donc, le type de fourrage, les quantités en matière sèche pour les fourrages, le prix à la tonne de matière sèche. Pour les concentrés, la quantité brute, le prix à la tonne brute. Pour les concentrés de nos robots, on va juste les nominer et mettre le prix à la tonne brute. L'extraction se fera par la donnée. Voilà, nous arrivons sur un valorisé troupeau. Donc, dans le cas présent, hein, donc on a la production en haut à gauche, hein, la production moyenne du troupeau sur les 5 derniers jours. Alors, le créneau, on le met comme on veut. Hein. C'est une extraction sur 5 jours. Ça peut être les 5 derniers, comme ça peut être une période qui s'est passée 15 jours avant. Dans le cas présent, nous avons une stalle, 63 vaches. La production moyenne par vache sur les 7 derniers jours est à 29 kg. Le lait objectif, on l'a avec l'éleveur, en accord avec l'éleveur, il était mis à 9000. Et le mois moyen de lactation était à 6,2. Donc sur les robots, souvent les éleveurs parlent en jours de lactation. Donc dans le cas présent, on était à 186 jours. Les 9000 vont permettre de nous orienter vers le graphique en bas à droite qui nous donne les courbes de lactation objectives par rapport aux 9000. Donc je reviens sur la partie gauche. Nous avons donc une classification, donc toujours en bleu les vaches multipares et en saumon les vaches primipares. Nous avons une classification des vaches en fonction des stades de lactation, entre parenthèses le nombre de vaches et la production moyenne par stade de lactation. Ce qui nous permet de faire une analyse un peu de la dynamique de production en fonction du stade de lactation. Et après, ça peut éventuellement nous renvoyer sur des conduites alimentaires, des préparations au vélage, introduction des genisses dans le troupeau, etc. etc. C'est en même temps un outil d'aide à la discussion, quoi. En bas à gauche, donc tout ce qui est par rapport au module reproduction, hein, on a l'âge au vélage, l'intervalle moyen vélage dernière IA
et le nombre de jours de gestation. À savoir qu'aujourd'hui, donc Ardennes Conseil Élevage peut vous mettre à disposition une passerelle qui va faire redescendre toutes les données de reproduction dans votre logiciel robot de traite. Donc ça, il suffit de contacter Noémie Ritz, ma collègue. En haut à droite, donc nous avons pour les robots qui ont l'outil une estimation du taux butyreux, du taux protéique et des taux cellulaires. Et à droite, c'est les données électriques. Alors, en dessous, le graphique avec chaque donc, triangle bleu est une vache multipare, en saumon, les vaches primipares. Et on regarde un peu le niveau de production des vaches en fonction des courbes de lactation. Voilà, deuxième partie. Donc, là, à gauche, la fréquentation et la production par stade de lactation. On reste toujours pareil, d'un bout à l'autre. En bleu, ce sera les multipares et en saumon, les primipares. Donc là, à gauche, elles sont classées en fonction du stade de lactation. On a l'effectif en dessous pour chaque catégorie. Au-dessus, donc dans l'histogramme, on a le nombre de traites par animal, par catégorie, et la production moyenne par traite, par animal et par catégorie. Sur la droite, la fréquentation et le niveau de production en fonction du niveau de production. Donc pareil, pour chaque niveau de production, l'effectif qu'il y a dans cette tranche de production, le nombre de passages traites par jour. Là, pour le troupeau en question, on a 2,4 traites par jour en moyenne et avec 2,2 refus, sachant que l'objectif est d'avoir à peu près 50% de refus par rapport à la fréquentation. Et que la fréquentation, 2,4 traites, là on est bien, parce qu'on a 29 kg. L'objectif n'est pas de multiplier les traites pour les multiplier. Il faut surtout des traites efficaces, en fonction aussi de la saturation du robot ou pas, de la stalle. Document suivant, toujours dans le valorisé troupeau. Donc, à gauche, on aura le débit de lait moyen pour les vaches prémipares et le débit moyen pour les vaches multipares, avec dans chaque catégorie l'amplitude de la moins rapide à la plus rapide. Alors, ce qu'on peut voir là dans le troupeau, le débit moyen, donc 1,6 pour les primipares, 2,4 pour les multipares. Ce qu'on peut dire, c'est que là, il y a une petite problématique au niveau des primipares qui ont vraiment un débit très lent. À droite, une alerte mamelle. Donc, si le robot de l'éleveur permet de nous donner un indicateur sur les cellules, une indication sur les cellules, donc on a une classification des animaux en fonction des stades cellulaires. Et en dessous, comme on a pu le voir précédemment dans les documents contrôle laitier, on a le même outil qui permet de déterminer les vaches avec des rapports TB sur TP inférieurs à 1 ou supérieurs à 1,5. Donc qui nous renvoie sur de l'efficacité alimentaire. On passe maintenant au valorisé individuel. Donc là, c'est une copie PDF. Donc sur la gauche, on a 64 vaches. Il y a un tri par numéro croissant de numéros. Par contre, quand on développe l'outil chez l'éleveur, on est sur un tableur Excel et on peut faire ce qu'on veut avec les colonnes. On peut faire des tris comme on veut dans chaque colonne. Donc la deuxième colonne, c'est le rang moyen de lactation. Donc pour l'élevage en question, on était à 2,4 lactations, sachant que la moyenne départementale est aussi, suivant les années, entre 2,3 et 2,4. Les jours de lactation, donc 185 jours, on en a parlé précédemment quand on avait un mois moyen à 6,2. La quantité de lait par vache, le niveau cellulaire estimé, la responsabilité cellule de chaque vache. Donc en fonction de sa production et son niveau cellulaire, on donne une responsabilité cellule. Et par exemple, la vache 7012, à elle seule, elle est responsable de 33% des cellules du troupeau. Donc, l'exemple là, 164 cellules, 33% à sa charge. Donc, c'est une vache qui, à elle seule, amène 55 000 cellules dans le tank, en moyenne. Ensuite, les colonnes TB-TP, le rapport TB-TP, donc à l'individuel et la moyenne du troupeau. Donc, l'objectif moyen pour le troupeau, là, c'est entre 1,2 et 1,4. Donc là, on est pile poil dedans. Bien. Le débit de lait moyen, qui va nous permettre, donc à 2,3, qui va nous permettre d'identifier les vaches qui ont un débit trop faible dans le troupeau.
Alors, par rapport à ça, ça va permettre aussi, on l'a vu précédemment dans le tableau de troupeau, que les genisses avaient un débit faible. Ça va permettre d'identifier les animaux à faible débit et éventuellement les conserver ou ne pas les conserver si c'est vraiment un trop gros frein pour le troupeau. Alors, par rapport à ça aussi, aujourd'hui se développe la génomie et c'est un outil qui prend vraiment de l'ampleur, qui est hyper intéressant et avec un retour à investissement très rapide. Donc, ça sera évoqué, je pense, dans le webinaire d'après avec Christophe Lambert et Stéphane Thibault. Hein. Moi, je conseille fortement à faire la génomie, hein, notamment aussi pour les éleveurs robotisés. En fonction des objectifs, eh bien, si on arrive à écarter comme ça des génisses qui ont des débits de lait beaucoup trop bas, on améliore d'autant la performance de son outil. Et à droite, après, la production laitière. Et tout à droite, tout ce qui est en relation avec la reproduction. On arrive à la valorisation économique. Donc, on va faire une estimation sur les 30 derniers jours de la quantité de lait produite, une estimation du fourrage consommé avec le prix moyen du fourrage, et à droite, en fonction du prix du lait perçu par l'élevage, on voit aussi en dessous la quantité de concentré consommé sur le mois et le prix moyen du concentré. Donc, on a ces données-là. Voilà. Page suivante. Donc, à gauche, tout ce qui est enregistrement de la ration. Donc, la partie haute, tout ce qui est distribué à l'auge. La partie basse, donc là, on a récupéré les données du robot. Et dans le cas concret, l'exemple, les vaches consomment 3 kg de soja par jour et 1,6 kg de VL18. À droite, les deux histogrammes. Alors, en vert, le coût fourragé à l'auge. Au-dessus, le coût de concentré à l'auge. Et encore au-dessus, les 54 €, le coût de concentré au 1000 litres au robot. Donc, pour cet élevage-là en question, donc on avait un prix du lait à 350 €, moins le coût alimentaire à 128. On a une marge sur coût alimentaire au 1000 litres de 222 €. À droite, pour les concentrés, donc on a 91 grammes par litre distribués à l'auge et 165 grammes par litre au robot. Alors, on parle de la marge sur coût alimentaire au 1000 litres. Maintenant, de plus en plus, on parle de la marge sur coût alimentaire à la vache par jour. Alors, dans le cas concret, 29 kg d'œufs vendus à 350 € les 1000 litres. Donc, on a un produit de 10,22 €. Le coût, 29 kg d'œufs à 128 € des 1000 litres en coût alimentaire, on a un coût de 3,74 €. Donc, on a une marge par vache et par jour à 6,48 €. Sachant que la fourchette, elle est plutôt de 5 à 9. Donc, dans le cas concret, on va le voir après, on pourrait améliorer un peu la marge sur coût alimentaire en diversifiant les sources de protéines. Or, dans l'élevage, on avait une seule source de protéines. On revient un petit peu sur le concentré distribué. Donc, toujours pareil, à gauche, un multipart, à droite, primipart. En bleu foncé, le concentré à l'auge et au-dessus, le concentré distribué au robot. En fonction de la quantité produite de lait par vache, on a la distribution. Donc, ce tableau-là permet aussi de refaire une photographie à un moment donné sur les 5 derniers jours de la distribution de concentré au robot pour voir si nos tables d'alimentation sont bien programmées au niveau du logiciel de l'éleveur. Pareil pour les primipares à droite. Quand on parle d'efficacité alimentaire, parce que le thème, il ne faut quand même pas l'oublier, on est par rapport à l'environnement, l'objectif est d'avoir la meilleure efficacité alimentaire possible dans le troupeau. L'objectif d'un troupeau, ce n'est pas de le faire manger au maximum, ce n'est pas de le gaver, c'est qu'il soit efficace. Donc là, on a un petit tableau qui retrace un petit peu les objectifs. Donc, on avait un élevage de 9000 kg, on est à 185 jours, on devrait avoir une efficacité alimentaire entre 1,3 et 1,4, c'est-à-dire 1,3 kg de lait produit par kilo de matière sèche ingérée. Alors, on va voir où on en est. Alors, on voit en dessous en rouge l'impact. Le fait de perdre 0,1 point d'efficacité en plus ou en moins, on va faire plus ou moins 7 € de marge sur 1000 litres au coût alimentaire. Donc, dans l'élevage en question, 29 kg d'œufs produits, 23 kg d'œufs ingérés, donc on a une efficacité à 1,26. Or, à 185 jours, on devrait plutôt être dans la fourchette donc, des 100-200 jours, entre 1,3 et 1,4. Donc, on est un tout petit peu juste en efficacité alimentaire. Comme je l'ai cité précédemment,
les corrections possibles, c'est une diversité des sources de protéines, d'une part, et d'autre part, c'est aussi, comme Noémie l'a cité précédemment, la dynamique d'ingestion à l'auge et la présence de fourrage à l'auge. Dans cet élevage-là en question, je pense qu'on manquait un peu de disponibilité à l'auge en fin de nuit. Ne pas oublier qu'on accentue fort ce phénomène-là avec Noémie. Hein. On insiste, quoi, je veux dire. Il ne faut pas oublier qu'un ruminant, c'est fait pour faire 10 à 12 repas par jour, hein, par petite séquence, quoi, hein, pour avoir la meilleure efficacité possible et de ce fait-là, avoir la meilleure stabilité possible du pH au niveau du rumen. Hein. Le pH du rumen, c'est entre 6 et 6,2. Si on lui fait ingérer les grosses prises de bol alimentaire avec un pH de maïs qui est à 4, on fait de la subacidose à certains moments de la journée. Voilà un peu pour les outils présentés. Donc la conclusion, hein, donc des vaches en synergie avec leur environnement qui expriment pleinement leur potentiel, égale des vaches plus productives, responsables de moins d'émissions de gaz à effet de serre. Nous en avons fini avec notre présentation. Maintenant, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Valorisation des fourrages, mais quel avenir par rapport à la sécheresse présente depuis 2 ou 3 ans? Oui, alors ça, c'est une question qui est très opportune parce que je pense que dans les années à venir, on va être de plus en plus confronté à cette problématique-là de climat. Hein. Dans un premier temps, il faut de la sécurité. Aujourd'hui, dans les exploitations, on préconise de faire des bilans fourragers plutôt sur 14 ou 15 mois pour avoir vraiment de la sécurité. Et quand on parle, déjà pour ne pas avoir recours à des matières hors de prix quand l'offre se fait rare, d'une part, et d'autre part pour avoir tout le temps des fourrages bien conservés et bien fermentés. Quand on parle d'efficacité alimentaire, on se rend bien compte tous les ans que le maïs, pour être efficace dans la ration et valoriser son maïs comme il faudrait que le maïs soit conservé 3 mois avant de l'utiliser. Donc ça, c'est un premier élément. Et que quand je fais, avec Noémie, quand nous faisons nos calculs d'efficacité alimentaire dans les troupeaux, il n'y a qu'à partir du mois de décembre, janvier, qu'on commence à être plus efficace. Tous les silos qui sont attaqués sans être fermés, c'est des fourrages mal valorisés. Alors, j'en profite aussi pour répondre avec cette question, que de plus en plus, donc, on sera amené à fourrager les animaux à l'été et qu'il faudra veiller à la qualité des fourrages aussi à cette période-là et qu'il n'y aura pas le choix. Hein. Tous les silos de report, il faudra mettre dedans des conservateurs pour mieux les conserver, moins d'échauffement à la reprise et moins de perte de valeur alimentaire. Le climat va évoluer, va continuer à évoluer. Hein. L'hiver va être de plus en plus court. Par contre, on aura une deuxième période d'affouragement qui va devenir pratiquement systématique à l'été. Même pour les animaux en pâturage. Je ne parle pas seulement des vaches laitières qui, dans la majorité des cas, aujourd'hui, sont déjà complétées à l'auge. Oui. Donc, ça sera sortir plus tôt pour valoriser les premières herbes et rentrer un peu plus tard. Alors là, ça va être aussi tout l'intérêt d'adapter son système pour avoir les animaux capables de pâturer en automne. Chargement, donc adapter le chargement au piétinement et puis avoir des animaux qui puissent pâturer à ce moment-là, que ce ne soit pas des animaux en période de reproduction, etc. etc. Sur aussi, par rapport à ces fourrages-là, aussi faire des choix dans les espèces pour les gens qui implantent des prairies temporaires. Là, on parle aussi par rapport à l'environnement, essayer de trouver plus d'autonomie sur la voie protéique. Et bien, la luzerne est une très bonne plante qui peut permettre de produire même en année sèche. Donc, vraiment une culture à développer dans les années à venir. Le seul petit bémol de la luzerne, dans les rations vaches laitières, c'est qu'elle n'est pas trop riche en énergie. Mais en apporter 1 à 2 kg de matière sèche dans la ration des vaches, c'est toujours bénéfique. Sécurité sur l'autonomie, quoi. Alors, au même titre qu'il faudra faire du prévisionnel donc sur le fourrage pour avoir un bilan fourrager équilibré sur 15 mois, il va falloir aussi le faire sur les intrants protéiques. Quand on voit la flambée des matières, aujourd'hui matières protéiques sur le marché, on s'aperçoit quand même bien que les éleveurs qui se sont couverts sur une durée de 10 à 12 mois, si on fait une moyenne sur 5 ans, à chaque fois c'est bénéfique. Peut-être qu'une fois en s'engageant 10-12 mois à l'avance, on va s'engager sur un prix de 20 à 30 € la tonne en trop. Mais je vous dis, sur 5 ans, faites votre calcul et c'est vraiment bénéfique. Par rapport au fourrage, donc un complément d'information, hein,
le maïs risque de perdre donc la production fourragère à l'hectare dans les années à venir, ou alors il va falloir mettre des indices plus tardifs pour essayer de maintenir ce rendement-là, mais au risque d'avoir une floraison un peu plus tardive qui va tomber en pleine période de sécheresse, et donc on aura du volume, mais de très mauvaise qualité. Sur l'herbe, a priori, la prairie donnera la même production sur l'année, mais ça le fera plus en dents de scie, quoi. Alors, la question suivante, hein, pensez-vous que le sorgho peut complémenter le maïs pour pouvoir assurer le bilan fourrager et avoir assez de fourrage sur la période hivernale? Le sorgho, donc, c'est nouveau sur le département, ça commence à venir, on en voit déjà à l'extérieur. Pour le moment, c'est difficile à répondre à cette question dans la mesure où pratiquement tous les sorghos qui ont été implantés sur le département l'ont été en deuxième culture, derrière une première production au dérobé. Donc souvent des sorghos implantés assez tardivement, fin mai, début juin, et avec des problèmes de germination, de levée. Sur les sorghos qui ont été mis cette année dans ces conditions-là, on a fait du 2 à 5 tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc c'est plutôt décevant. Maintenant, ce qui vaudrait le coup, c'est de conduire le sorgho comme une culture principale et l'implanter début mai et là voir un peu dans quelles conditions, comment il va pouvoir s'extérioriser, je dirais. Tout, quelle que soit la culture, hein, l'implantation, c'est la base de tout, quoi. Si on a une bonne implantation, ça roule derrière. Mais si jamais il y a du mal, on a des pertes à la levée ou une mauvaise levée, hein, voilà, c'est la difficulté, quoi. Alors le sorgho, oui, peut-être une alternative, hein, mais à étudier. N'oublions pas quand même que les deux cultures de base en fourrage, hein, sur notre département, c'est quand même le maïs et l'herbe, quoi. Donc, à bien travailler déjà ses prairies, à bien travailler son maïs avec des bonnes implantations, des respects du sol, une fertilisation adaptée, que ce soit pour le maïs comme pour l'herbe. C'est déjà ce qu'il faut faire, quoi. Une remarque, hein, donc anticipation et contractualisation seront indispensables à l'avenir. Oui, c'est tout à fait juste, hein. Comme je viens de citer, ça c'est une remarque d'un éleveur, hein, comme je viens de le citer précédemment, hein, il faut vraiment anticiper et prévoyer 15 mois de stock fourrager. Hein. Ça a toujours été dit, mais ça se confirme. Hein. Ne faites pas des bilans fourragers en vous basant sur les intercultures et les cultures dérobées, les SIE et tout ça. Non, c'est un plus, éventuellement une année de temps en temps, mais aujourd'hui, on ne bâtit pas. Ce n'est pas une fondation dans une exploitation, ça. Ce n'est pas une base. Ce qu'on peut dire avec Noémie, hein, c'est que là, nous vous avons présenté les outils de la décision. Hein, c'est bien un outil. Ça n'enlève en rien la technicité et l'œil de l'éleveur. C'est un complément, c'est un guide, une aide, mais il faut rester éleveur comme elle est. Alors, dans les productions fourragères aussi, il y a la betterave qui arrive un petit peu, qui revient, parce que la betterave est une ancienne culture. Hein. Elle revient aujourd'hui à l'heure du jour. Hein. Oui, il y a des possibilités, hein, avec la betterave en fonction des types de sols. Maintenant, il faut voir un peu tout ce qui est possibilité de récolte derrière, comment on peut l'organiser avec les entreprises d'une part. Attention à la conservation et attention à la réutilisation. On le voit encore cette année. La difficulté, c'est quand même les produits, il reste pas mal de terre dedans, si on a des automnes un peu humides. Et après, dans les rations vaches laitières, attention à tout ce qui est phénomène de butyrique. Une question là sur les sursemis de luzerne. Oui, des possibilités par rapport à ça, mais attention, c'est quand même difficile aussi à mettre en place. Hein. La luzerne n'est pas une plante agressive. Pour les sursemis, les deux plantes préconisées, hein, c'est régras, trèfle, hein, qui sont des plantes agressives. La luzerne l'est beaucoup moins, d'une part. D'autre part, il faut bien inoculer la semence, hein, pour favoriser le développement des rhizomes et rendre la luzerne autonome. Donc la luzerne, j'aurais tendance plutôt à dire que c'est pour moi un semis complet et intégral à faire, quoi, et éviter le sursemis. Après, il y a des gens plus compétents que moi sur ce domaine au niveau de la luzerne. Mais la luzerne, pour moi, est vraiment la culture d'avenir sur notre département à intégrer un peu dans les assolements. Aussi, par rapport à tout ce qui est aussi respect du sol, environnement, c'est une production de protéines avec peu d'intrants, pas d'intrants azote. Donc, quand on parle des fois de pollution nappe phréatique par les nitrates, hein, d'une part, et puis aussi apporter de la diversité dans notre assolement
et permet de réduire tout ce qui est intrants phyto sur les cultures suivantes. Plus on va diversifier, mieux ça sera. Nous vous remercions de votre participation.